Toutes les nuits, c'est le même constat. Le visage crispé, elle soupire, tend ses jambes, les plie à nouveau, cherchant en vain une position confortable pour ses membres endoloris. Mais rien n'y fait. Des cauchemars la hantent et l'empêchent de trouver le sommeil. L'infime espace d'un simple battement de paupières, elle se réveille en larmes et trempée de suée. Elle enchaîne alors les cigarettes, ultime espoir d'éloigner ses propres démons. Mais chaque nuit, ils reviennent. Plus forts et plus présents. Tel est le quotidien du lieutenant de première classe Ellen Louise Ripley, à jamais hanté par le souvenir de la monstrueuse créature responsable du massacre de tous ses amis et membres d'équipage, et priant pour que rien de tout cela ne soit jamais arrivé. Ellen Ripley est sans nul doute l'une des figures de proue les plus emblématiques du grand écran, voire même de toute la pop culture. Un véritable outsider qui n'aura d'autre choix que de prouver sa valeur tout au long de la saga, et qui deviendra malgré elle l'un des seuls véritables adversaires des Xénomorphes. Et quant à savoir quel cheminement, quel parcours l'aura finalement amené à conduire un tel combat, et bah c'est ce que je te propose de découvrir tout de suite, en plongeant dans le passé du dernier survivant du Nostromo. Salut tout le monde, c'est William Stark, et bienvenue dans ce 5e épisode de la chronologie d'Alien. Il aura fallu toute une décennie pour que David ne parvienne à atteindre son but. Il avait survécu à toutes les épreuves, triomphé de tous ses ennemis, mais par-dessus tout, il était parvenu contre vents et marées à prouver que finalement, le miracle de la vie n'était en rien un privilège réservé à Dieu, et encore moins à l'homme. Fier de ses découvertes, il ne manquera donc pas d'envoyer sciemment un rapport détaillé à la Weyland-Yutani, témoignant ainsi avec un certain narcissisme de sa supériorité évidente envers ses créateurs. Une série de vidéos recensant chronologiquement tous ses travaux, toutes ses découvertes, mais aussi tous ses combats, jusqu'à son couronnement final. Mais connaissant par cœur la véritable nature humaine, l'androïde savait aussi pertinemment que son geste allait inévitablement pousser la Weyland à absolument vouloir s'accaparer ses travaux et donc à mettre la main sur ses précieuses créations. Mais encore une fois, David le savait. Et plus que tout, il le souhaitait. Sachant pertinemment que la présence de xénomorphes sur Terre signifierait indubitablement la fin de toute vie sur la planète bleue. David jubilait quant à cette idée. Car si l'humanité parvenait de son plein gré à mettre la main sur de telles créatures, elle serait alors elle-même responsable de sa propre extinction. La Weyland-Yutani était dorénavant bel et bien au fait de l'existence des xénomorphes, et comme David l'avait prévu, elle se lancera alors secrètement dans une véritable croisade visant à récupérer un spécimen. Voyant en de telles créatures un véritable éventail de toutes nouvelles possibilités inédites, pouvant potentiellement garantir à la firme de conserver son monopole sur tous les types d'avancées technologiques. Et ce, autant en matière d'avancées médicales que d'armement militaire. De plus, les informations communiquées par David permettront également à la Weyland de décrypter une partie du signal d'origine inconnue jadis intercepté en 2090, suggérant ainsi grandement la possibilité d'une éventuelle présence de xénomorphes sur la Lune LV-426. Dès lors, il ne restait plus qu'à la firme à trouver une quelconque parade pour y envoyer une équipe dans l'espoir d'y récupérer un spécimen. Ce qui est ensuite arrivé à David demeure encore aujourd'hui un mystère. Mais toujours est-il que l'androïde prendra néanmoins bien soin de laisser derrière lui un ultime message à tous ses congénères.
Une sorte de guide spirituel intitulé Les enseignements de David, relatant dans les moindres détails tous les aspects de son épopée, et stipulant bien clairement qu'au-delà du fait que l'anéantissement du genre humain était selon lui une absolue nécessité, sa disparition n'en demeurait pas moins inévitable. Sombre héritage d'un être corrompu et malfaisant bien que persuadé de la légitimité de ses actes, une véritable Bible qui ne sera décryptée que bien plus tard, par une légendaire équipe d'androïdes qui sera bien ultérieurement connue sous l'appellation de Steel Team. Ce dernier élément de narration est une sorte de postulat de base à un comics paru en 2022 intitulé Alien Icarus, et qui prend place aux alentours de la première moitié du 23e siècle, donc autant te dire qu'on n'y est pas encore. Mais ceci étant, la canonicité de cette œuvre étant actuellement sujette à débat, et je sais pas encore si j'en parlerai ici. D'autant plus que c'est une histoire qui est encore en cours. En clair, on verra bien quoi. La sinistre secte des Earthsavers était tombée, mais les conséquences de leurs actes demeuraient plus que jamais présents sur Olympia, obligeant les habitants de la colonie lunaire à vivre sous le joug d'une quarantaine depuis maintenant plus d'une décennie. Privée de son enfance, c'est dans ces conditions particulières que la jeune Ellen Ripley grandira, avant d'être finalement testée négative au fameux virus XMB. Et si jamais tu veux en savoir plus sur cette histoire, c'est dans l'épisode 3 que ça se passe. Désormais âgée de 18 ans, la jeune femme était dorénavant libre de rejoindre la Terre sur laquelle elle obtiendra une maîtrise en ingénierie à l'université aéronautique de New York. Elle rejoindra ensuite la marine marchande américaine en officiant à bord du Zelazny en tant que copilote et rencontrera au cours de cette même période son futur époux, un certain Alex. Les deux jeunes mariés concevront ensuite leur seul et unique enfant lors d'une escale entre deux voyages, et le 24 mars de l'an 2112, Ripley arrivera finalement à terme et donnera ainsi naissance à la toute jeune Amanda. Alors d'après ce que j'ai pu lire, un accouchement qui se serait pas très bien passé. Déjà parce que la Weyland-Yutani n'était pas trop favorable à l'idée que son personnel puisse avoir des enfants. Enfin pour être plus précis, les phases répétées d'hypersommeil pouvant potentiellement entraîner des complications lors des grossesses, la Weyland-Yutani refusait tout bonnement d'assurer les femmes enceintes. Me demandez pas pourquoi ni comment, j'en sais rien. Et ensuite, à cette époque-là, Ripley était plus ou moins accro à la cryodrogue, une sorte de stupéfiant l'aidant à mieux supporter les longues traversées. Et donc, lors de son accouchement, elle a tout bonnement refusé toute forme d'anesthésie par peur que ses antécédents n'entraînent d'éventuelles complications. Mais toujours est-il qu'à peine 3 ans après la naissance d'Amanda, Alex abandonnera subitement sa famille. Et bien que l'on ne connaisse toujours pas les raisons justifiant un tel départ, Ripley se remariera néanmoins avec un certain Paul Carter. Une relation qui ne sera pourtant pas couronnée de succès, Paul Carter peinant à garder un emploi stable et sombrant petit à petit dans l'alcool. Et assistant avec impuissance à l'évidente relation conflictuelle qu'entretenait Amanda avec son beau-père, Ripley tentera alors de renégocier son contrat avec la Weyland afin de passer plus de temps aux côtés de sa fille. Ce que la compagnie acceptera en échange de sa participation à une mission de récupération de minerais sur la lointaine planète Tedus. Et c'est ainsi que notre future héroïne sera d'abord promue lieutenant avant de rejoindre l'équipage d'un très célèbre véhicule de remorquage, l'USCSS Nostromo. Mais en réalité, les véritables intentions de la Weyland-Yutani en étaient tout autres. La compagnie étant pleinement consciente que le navire serait de toute évidence amené à traverser le fameux système Zeta-2 Réticuli lors de son voyage retour, elle comptait bien utiliser cette information à son avantage en détournant l'astronef le moment voulu. Et peu de temps avant le départ fatidique, Ripley se rapprochera d'un certain Arthur Koblenz Dallas, le capitaine en charge du Nostromo. Et quand je dis rapprocher, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Nous sommes le jour J au terminal de la base de lancement Tereshkova. Amanda et Paul feront alors la connaissance de Dallas, et au-delà d'une évidente aversion palpable entre les deux hommes, Ripley était décidément bien loin de s'imaginer que cette ultime embrassade avec sa fille n'avait rien d'un simple au revoir, mais était bel et bien un adieu.
Un mois après son départ, le Nostromo fera une première halte aux abords de la planète Neptune, où il sera connecté au transporteur de marchandises nécessaires à l'acheminement du minerai, et de là l'astronef quittera finalement le système solaire avant de rejoindre la planète Tédus 8 mois plus tard. Le Nostromo passera ensuite 8 semaines sur place afin de récupérer sa cargaison. Mais à tout juste 2 jours du départ pour le voyage retour, la Weyland-Yutani décidera subitement et sans trop donner de raison de greffer un nouvel officier scientifique à l'équipage. Un illustre inconnu répondant simplement au nom de H. À ce moment-là, l'équipage du Nostromo ignorait totalement la véritable nature de H, et surtout qu'en réalité, il venait malgré eux d'embarquer un androïde parfaitement au courant des réelles intentions de la Weyland. Et H étant un synthétique soumis à l'ordre spécial 937, il représentait pour la compagnie une sorte de garantie supplémentaire chargée de s'assurer de la bonne récupération d'un spécimen de xénomorphe. Une priorité absolue dictant à l'androïde de faire abstraction de toute autre directive, et ce, aux dépens même de la vie des autres membres d'équipage. Le Nostromo étant désormais fin prêt à partir, le capitaine Dallas transmettra alors un ultime rapport qui sera ensuite relayé via la station orbitale Sébastopol. Une gigantesque station spatiale orbitant autour de la géante gazeuse KG-348, faisant office de base de ravitaillement pour les vols commerciaux et appartenant à une société bancaire connue sous le nom de Geofond Investor. Et je reviendrai sur la station Sébastopol dans une prochaine vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Peu importe où pouvait bien se terrer David depuis ces 20 dernières années. Qu'il soit mort ou même toujours actif, les rouages de son sinistre héritage étaient d'ores et déjà bel et bien en marche, et son seul souhait de voir l'humanité s'autodévorer allait très bientôt être exaucé. À 10 mois de la Terre, alors que le Nostromo traversait le fameux système Zeta 2 Reticuli exactement comme l'avait prévu la Weyland, l'ordinateur central du remorqueur interrompra mystérieusement l'état de stase de tous ses occupants. Prétextant avoir détecté un signal d'origine inconnue sur la Lune LV-426 et obligeant ainsi, de par leur contrat de travail, les membres d'équipage à enquêter sur cette curiosité sous peine de se voir privés de leur salaire. Comme stipulé dans l'épisode précédent. Le Nostromo n'aura alors d'autre choix que de faire halte sur l'astre en question, et 3 membres d'équipage partiront ensuite en reconnaissance à la surface de la Lune afin de trouver l'origine du signal. Le capitaine Dallas, la navigatrice Joanne Lambert et l'officier Thomas Kane, pendant que de leur côté Ripley et H resteront à bord de l'astronef et que Brett et Parker, les 2 opérateurs techniciens du Nostromo, s'occuperont de réparer les quelques avaries qu'avait pu subir le vaisseau lors de son alunissage. Rapidement, l'épais brouillard recouvrant l'entièreté de la Lune se dissipera, dévoilant ainsi tel un véritable vaisseau fantôme émergeant des flots, la sinistre épave du vaisseau Malakak qui s'était jadis écrasé sur place 2200 ans plus tôt. Et une fois à l'intérieur, Dallas, Lambert et Kane découvriront dans un premier temps les restes fossilisés du pilote de l'astronef, avant que ce dernier officier ne s'engouffre malheureusement dans la soute du navire. Les ovomorphes avaient bel et bien survécu à l'épreuve du temps, et dans toute son ignorance, Kane franchira malencontreusement l'interdit jadis établi par les Malakak. Et je parle bien évidemment ici de la fameuse brume bleue permettant de maintenir les œufs en état de stase, épisode 1. Un facehugger émergera alors soudainement d'un ovomorphe et s'agrippera immédiatement au visage de Kane. Inconscient, il sera ensuite urgemment rapatrié à bord du Nostromo, et H outrepassera le protocole de quarantaine de la Weyland en laissant entrer non seulement les 3 membres d'équipage, et bien évidemment le dit parasite. Et en total désaccord avec les ordres de Ripley. Oui, parce qu'en théorie, Ripley étant la seconde de Dallas, quand ce dernier est à l'extérieur du vaisseau, et c'est elle qui est censée en avoir le commandement. Une certaine négligence qui fera malencontreusement passer le lieutenant pour la grande méchante, éloignant ainsi tout soupçon à l'encontre de l'androïde. Mais pas pour Ripley qui ne manquera pas de remettre H à sa place. Enfin un peu plus tard dans le film. Sans le savoir, l'équipage du Nostromo venait malheureusement de faire entrer un véritable loup dans sa bergerie. Une première victoire pour la Weyland, mais les prémices d'une future catastrophe pour les autres. L'astronef reprendra néanmoins sa paisible traversée, pendant que Dallas et H tenteront en vain d'extirper le parasite du visage de Kane, découvrant avec horreur que la mystérieuse créature maintenait non seulement sa victime en vie, mais aussi que son sang était en réalité un acide très corrosif.
Donc impossible de lui retirer sous peine de le tuer, ni même de blesser le facehugger pour tenter de lui faire lâcher prise. Les capacités dissolvantes du sang de la créature pouvant malheureusement occasionner d'importants dégâts sur la coque du vaisseau. Finalement, après quelques heures, le parasite se détachera de lui-même avant de perdre la vie. Et Kane semblant en apparence bel et bien rétabli, l'équipage décidera alors de partager un ultime repas avant de replonger en hypersommeil. Mais comme l'on pouvait s'en douter, ce dernier sera alors soudainement victime de violents spasmes avant qu'un xénomorphe ne vienne à naître en lui perforant violemment la cage thoracique. Le Chestbuster s'échappera ensuite aussitôt dans la pénombre, abandonnant le cadavre de son hôte sous le regard médusé des autres membres d'équipage. S'engagera alors une véritable chasse à l'homme pour tenter de débusquer l'alien. Une certaine traque à laquelle Ash participera, mais de très loin, bizarrement, ce qui ne manquera pas une fois de plus d'agacer Ripley. Mais malheureusement une certaine battue qui se transformera rapidement en cauchemar. Les membres d'équipage tombant rapidement les uns après les autres devant l'imposante stature du xénomorphe et ne laissant dès lors que 4 survivants. À savoir Lambert, Parker, Ash et bien évidemment Ripley. Le capitaine Dallas n'étant plus, Ripley héritera alors du commandement du Nostromo, lui permettant ainsi de bénéficier d'un accès total à l'ordinateur central de l'astronef, ainsi qu'à tous ses secrets. Et contemplant les nombreuses inactions de Ash en dépit de la gravité de la situation, l'officier scientifique semblant être davantage préoccupé par ses propres recherches que par la survie même de l'équipage, elle décidera alors de fouiller dans la base de données du navire et découvrira alors la sombre vérité sur l'ordre spécial 937. La survie de l'équipage n'était désormais plus une priorité, et ne l'avait même jamais été. Désormais percé à jour, Ash échouera ensuite à supprimer Ripley grâce à l'intervention de Lambert et Parker, dévoilant ainsi sa véritable nature synthétique. Et avant d'être définitivement désactivé, l'androïde révélera au petit groupe la véritable essence et surtout malheureusement la contestable supériorité de leur adversaire. Un parfait organisme, et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. À partir de là, une chose était désormais évidente. Plus question de jouer à cache-cache avec le xénomorphe, il s'agissait maintenant de carrément faire sauter le Nostromo et de prendre la fuite à bord de la capsule de sauvetage du vaisseau. Mais lors des derniers préparatifs, la créature supprimera dans un premier temps Parker, avant de réserver un sort très différent bien que très peu enviable à Lambert. Et là je vais partir sur une bonne grosse théorie qui a toute mon approbation. Car pour moi le xénomorphe ne s'est pas juste contenté d'assassiner Lambert, non. Mais il l'a aussi littéralement violé. Bon, je te laisse quelques secondes pour bien digérer cette information. Mais ceci étant, sache que quand tu connais tout le sous-texte d'Alien premier du nom, et bah ça fait sens. Je m'explique. Alors avant toute chose, si tu le sais pas encore, et bah sache que le tout premier volet d'Alien a toujours été une sorte de métaphore du viol. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est factuel. L'entrée du vaisseau écrasé qui représente un sexe féminin, la reproduction du facehugger qui consiste littéralement à introduire une sorte d'appendice dans la bouche de sa victime, et bien évidemment et surtout la forme bien phallique de la tête du xénomorphe. Donc en partant de ce postulat de base, il n'est donc pas surprenant que la sexualité de l'alien ait été mise en avant. Et si t'analyses bien la scène de la mort de Lambert, aussi abstraite qu'elle puisse être, et bah tu remarqueras que cette hypothèse n'est peut-être pas aussi barrée qu'elle semble l'être. Le xénomorphe qui dirige lentement sa queue vers son entrejambe, ces ignobles bruits d'allaitement qui suggèrent grandement que la créature est en train de lui introduire de force un truc dans la bouche. Et en plus de tout ça, Ripley qui retrouvera le cadavre de Lambert totalement dévêtu. Bref, tous ces éléments mis bout à bout nous évoquent quoi? Un viol. Donc en ce qui me concerne, le xénomorphe a bel et bien abusé de Lambert avant de la tuer. Désormais seule survivante à bord, Ripley prendra alors sur elle d'activer le système d'autodestruction du Nostromo et parviendra in extremis à fuir les lieux à bord de la navette.
Mais contre toute attente, le xénomorphe s'étant lui-même réfugié à bord de cette dernière, une ultime confrontation opposera alors les deux derniers survivants. Terrorisé, Ripley parviendra néanmoins à ouvrir le sas de la navette, précipitant ainsi la créature dans le vide de l'espace. Le xénomorphe n'était plus, et Ripley avait bel et bien gagné. Rien n'aurait pu prédisposer le lieutenant de première classe à devenir le dernier survivant du Nostromo, et encore moins à sortir victorieux d'un tel combat. Et pourtant... Elle enregistrera ensuite un ultime rapport à la Weyland et y joindra également un message plus personnel à l'attention de sa fille, avant de replonger en hypersommeil, nourrissant le très mince espoir qu'un jour peut-être, un autre vaisseau ne passe par là et ne vienne à la retrouver. Sur Terre, environ un mois avant le 11e anniversaire d'Amanda, un représentant de la Weyland-Yutani se rendra au domicile de Ripley et informera Paul Carter de la triste nouvelle. Le Nostromo n'émettant plus aucun signe de vie, et ses occupants étant dorénavant tous portés disparus. Et bien que cet événement ne semblant pas davantage perturber le mari de Ripley, Amanda, elle en restera profondément marquée. Et en l'absence de toute explication tendant à justifier la disparition de sa mère, elle refusera de se résigner à croire en sa mort et se mettra alors en tête de la retrouver. Seul contre tous et définitivement bien incapable d'accepter l'évidence, une certaine quête d'espoir qui amènera bien plus tard la jeune fille à emprunter le même chemin que sa mère et qui la conduira inévitablement à prendre part au même combat et à traverser un bien sombre destin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et c'est vraiment très important pour moi, car comme vous avez sûrement dû le remarquer, je ne suis pas le vidéaste le plus assidu en matière de rythme de publication. Donc seules vos interactions peuvent réellement faire la différence et vraiment m'aider à progresser. Et j'ai Tipeee aussi si tu veux m'aider financièrement. Mais ceci étant, je vous remercie toutes et tous d'être restés jusque là, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Tchuss.